L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. On continue notre numéro des décodeurs de l'écho spécial 1er mai. On est ensemble depuis 1 heure et on va revenir évidemment autour de ce qui est apparu, ce qui apparaît toujours très très flou autour des déclarations de Marine Le Pen autour de l'euro. Est-ce qu'elle veut toujours sortir de l'euro? Question ce soir posée aux décodeurs de l'écho. La France pourrait-elle vivre avec deux monnaies? On va en parler avec Agnès Benassi-Quéret, membre du Cercle des économistes, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Toujours avec nous, Mathieu Jolivet de BFM Business, Bruno Jambard, le directeur adjoint de l'Institut Opinionway, Institut de sondage et d'opinion, Jean-René Boidron, un chef d'entreprise à la tête de Caméléon, et puis Olivier Roucan, politologue, constitutionnaliste, auteur, on le rappelle, de En finir avec le président. Alors, c'est vrai, combien de fois n'a-t-on pas entendu Marine Le Pen dire que la France sortirait de l'euro? Et c'est vrai que son programme économique est basé principalement sur cette donnée. Samedi, que disait-elle? Sortir de l'euro n'est pas un préalable à toute politique économique. C'est ce qu'elle expliquait aux côtés de son futur Premier ministre Nicolas Dupont-Aignan, si bien sûr elle est élue. Le lendemain, c'était donc hier dans le Parisien, elle affirme « Nous aurons une monnaie nationale comme tous les autres pays et nous aurons ensemble une monnaie commune. Je pense que l'euro est mort ». Clairement, est-ce que Marine Le Pen veut toujours sortir de l'euro? Est-ce que tout ça n'est pas devenu inintelligible? Agnès Benassi-Quéret, quand on parle de monnaie commune, déjà, il faut nous expliquer ce que c'est. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est une monnaie commune? Je ne sais pas. Ah. Bon. Parce qu'apparemment, c'est pas nouveau. Nicolas Dose m'expliquait ce matin, je le croisais dans la rédaction, il me disait... La France de l'Ancien Régime a connu une monnaie commune, monnaie royale à côté des monnaies locales, monnaie féodale. Le rouble a été la monnaie commune de la communauté des États indépendants. L'écu a été la monnaie commune de la CE entre 79 et 98, mais c'était qu'une unité de compte. Qu'est-ce que c'est une monnaie commune en 2017? Avoir plusieurs monnaies, c'est pas quelque chose de, c'est pas un scoop. On a connu beaucoup de pays qui avaient plusieurs monnaies. L'écu n'était pas une monnaie. Non. En passage, l'écu était un panier. C'était une unité de compte. On pouvait compter en écu. On pouvait pas payer en écu. Une sorte de référence, voilà. Quelque part. Donc j'ai jamais vu personne faire un chèque en écu. Non. Voilà, donc il faut quand même le rappeler. Donc on peut avoir effectivement plusieurs monnaies qui circulent. En général, c'est plutôt mauvais signe quand il y a plusieurs monnaies. Par exemple, en Amérique latine, c'est fréquent. Donc on a une monnaie nationale et puis on utilise en fait le dollar parce que c'est plus fiable. Voilà. Et voir, on en vient parfois, l'Équateur a fini par abandonner même sa monnaie nationale puisque disant finalement ça ne sert plus à rien. Donc prenons directement le dollar. Donc en fait c'est un abandon de souveraineté. C'est le sucre, je crois, de mémoire. C'est le sucre, le sucre. Voilà, donc le problème c'est qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour vraiment comprendre le projet. Est-ce que c'est un schéma à la cubaine où on a une monnaie convertible et une monnaie inconvertible, ou est-ce que c'est un schéma plutôt latino-américain où finalement l'euro devient comme le dollar pour nous. Enfin, c'est une monnaie étrangère, donc ça peut être l'euro, mais ça peut être le yen ou le dollar ou la livre sterling. Et là, à ce moment-là, on a une convertibilité, mais c'est une monnaie étrangère, donc c'est comme une autre monnaie. Donc effectivement, la Suisse, pour reprendre un exemple qui est souvent donné, a sa monnaie, c'est le franc suisse, et l'euro n'est pas sa monnaie. Il est arrivé que la Suisse fixe sa monnaie par rapport à l'euro, puis elle l'a quitté, et elle pourrait revenir, mais ça n'est pas sa monnaie, c'est une monnaie étrangère pour la Suisse. Là, ça fonctionnerait comment? Parce que dans l'esprit des responsables du Front National, j'essaie de traduire, il y aurait la monnaie nationale, le franc peut-être, très bien, si ça s'appelle à nouveau le franc pour acheter son lait, son pain, son litre d'essence, etc. à la station. Et donc cette monnaie commune européenne qui servirait dans les échanges internationaux. Alors je ne sais pas si on aurait le choix, si monsieur et madame tout le monde, moi-même... Voilà, c'est la vraie question. Voilà. Donc, les deux questions absolument centrales, c'est la convertibilité, cette monnaie nationale, vous allez payer en francs. Quelle parité, bien sûr. Est-ce que vous pouvez changer vos francs en euros, premièrement? Est-ce que vous avez le droit? Et deuxièmement, à quel prix? Donc si ce prix est fixe, et bien à ce moment-là, pourquoi avoir quitté l'euro? On peut se poser la question. Si ce prix est fixe, ajustable, donc c'est un retour en arrière, système monétaire européen qu'on a quitté parce que c'était vraiment le bonheur de la spéculation. Et donc on l'a quitté parce que ça donnait lieu à des crises, des dévaluations compétitives, donc on a préféré faire l'euro. Mais pourquoi pas revenir, donc bon. Et troisième possibilité, le flottement. Mais à ce moment-là, le flottement, comme on annonce à l'avance que la politique monétaire de cette nouvelle Banque de France sera dictée par les besoins du budget, puisque le but de tout ça, c'est de payer les dépenses publiques avec de la monnaie. C'est de reprendre le contrôle, voilà. Bien sûr. Et donc, comme on annonce ça, eh bien, on peut anticiper que ce sera une monnaie faible. Et donc, la grande question, c'est qui voudra détenir cette monnaie faible. Voilà.
Jean-René Boidron, c'est clair ou pas? Non, c'est pas clair du tout. Je crois qu'on est d'abord sur un enjeu politique. On va probablement en parler. Moi, je dis c'est clair, pas les propos d'Agnès Benassi-Kéré. Non, mais très bien. Elle essaye de clarifier quelque chose qui est évidemment... Non, mais madame essaye évidemment de clarifier quelque chose qui est clair pour personne. Cette notion de monnaie commune, moi-même, je suis allé donc sur Wikipédia pour comprendre ce qu'elle voulait dire. J'imagine, en fait, c'est du rétro-pédalage, puisque, elle réalise aujourd'hui, même si quelques-uns l'ont réalisé avant, que ce sujet était une véritable épine dans le pied. Bruno va nous le confirmer. Les 3/4 des Français sont opposés à la sortie de l'euro. Mais quand vous regardez monnaie commune, c'est histoire de dire, attendez, vous avez d'autres pays qui finalement ne sont pas dans l'euro, mais ont une monnaie qui est plus ou moins arrimée à l'euro. Prenez l'exemple du Danemark. Le Danemark a toujours la couronne danoise. Enfin, grosso modo, quand vous allez au Danemark aujourd'hui, vous avez grosso modo toujours une parité. Ça fluctue entre plus 15, moins 15% par rapport à l'euro. Donc, je pense, grosso modo, c'est ce qu'elle a voulu dire, mais c'est un superbe nuage de fumée pour passer rapidement sur le sujet et passer à autre chose et essayer de rassurer aujourd'hui les électeurs à 6 jours donc d'une élection, puisqu'il y a des millions de voix à aller chercher qui sont difficiles à aller chercher. Bruno Jambard, opinionnois, question que je vous poserai aussi à Olivier Roucan, voilà, c'est histoire de calmer le jeu, de rassurer justement, et c'est vrai combien de fois on a expliqué que 70% des Français voulaient garder, conserver l'euro, hein. C'était un épouvantail. Il fallait le contourner, en effet, Bruno Jambard? Je suis pas sûr qu'il fallait le contourner, en fait. C'est un peu étrange, à mon avis, comme attitude, parce qu'il aurait fallu plutôt l'éviter. Et le meilleur moyen d'éviter d'un sujet, c'est de ne pas en parler et de ne pas remettre une pièce dans la machine en remettant une proposition absolument incompréhensible à la fois pour les gens qui vous soutiennent et qui éventuellement ne sont pas contre cette idée, et puis pour ceux qui y sont opposés. Donc je suis un peu étonné par cette stratégie. C'est déjà quelque chose qui l'a beaucoup embêté avant le premier tour et qui probablement explique en partie le fait qu'elle a plutôt une courbe descendante dans les enquêtes et qu'elle a fait un score qui, s'il est très élevé au regard de l'histoire du Front National, est un peu décevant par rapport à peut-être ce qu'elle pouvait espérer en début de campagne. Mais c'est assez étonnant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question de l'euro, elle divise évidemment largement les Français, puisque dans nos enquêtes de dimanche dernier encore, les électeurs qui ont voté, 65% nous ont dit non, on veut garder l'euro. Donc on voit bien que c'est massif, mais elle traverse l'électorat du Front National. C'est-à-dire qu'au sein même du Front National, vous avez à peu près un peu plus d'un électeur sur deux qui veut le retour au franc, mais seulement un peu plus d'un électeur sur deux. C'est-à-dire que vous en avez à peu près 1 sur 2 qui ne comprend pas cette histoire et qui n'y est pas favorable. Et puis surtout, ça la bloque énormément sur une catégorie de population sans laquelle elle ne pourra pas gagner. C'est évidemment les plus âgés. Elle n'a fait que 10% dimanche dernier, il y a 8 jours, chez les 65 ans et plus. C'est beaucoup trop faible. Cette part de la population, c'est 25% des électeurs. Donc on ne peut pas gagner avec 10% d'un quart du corps électoral. Donc elle essaye évidemment de combler ce handicap, mais encore une fois, je pense qu'en termes de stratégie, à mon avis, c'est une mauvaise stratégie parce que ça remet le sujet devant et c'est du pain béni pour son adversaire Emmanuel Macron. Olivier Roucan, politologue, constitutionnaliste. Oui, disons que ça, comme il a été dit, en fait, ça ne rassure pas. Vous disiez tout à l'heure, c'est pour rassurer, ça inquiète parce que c'est sur un enjeu central, essentiel en termes de présidentialité, de crédibilité à exercer le pouvoir. Un élément de flou où on contrebraque à quelques jours du premier tour. Donc ça, je pense que comme il a été relevé, les équipes d'Emmanuel Macron vont avoir à cœur d'indiquer qu'il y a là une valse hésitation sur un enjeu majeur. La monnaie, c'est symboliquement, c'est très fort politiquement, donc c'est le régalien. Bouleverser un tel axe, encore une fois, à quelques semaines d'une éventuelle arrivée au pouvoir, ne permet pas à Marine Le Pen, sans doute, de gagner en présidentialité. Or, c'est politiquement son problème. Dans son image, elle est proche des gens. Dans son image, elle a de la détermination. Mais dans son image, elle ne colle pas à la fonction. Sa présidentialité, sa crédibilité du programme est plus faible que celle de son adversaire. Agnès Benassi-Kéré, juste après Mathieu Jolivet. Ce qui est assez surprenant, c'est ce qu'elle a dit, que l'euro, enfin la monnaie commune serait pour les multinationales et la monnaie nationale, le franc, serait pour les PME, et comprenait l'euro pour les riches, le franc faible, donc l'euro fort pour les riches et le franc faible pour le peuple. C'est quand même assez surprenant comme positionnement.
pour quelqu'un qui veut défendre le peuple. Oui, Mathieu Jolivet. Oui, en fait, il faut bien voir qu'elle avait déjà il y avait des notes techniques qui précisaient tout ce schéma monétaire qui était prête depuis le mois de septembre, en fait, et que cette doctrine d'un retour à un schéma pré-euro, système monétaire européen, est une doctrine déjà présente dans les fiches économiques. Qui date pas de l'accord avec Dupont-Aignan, qui date de 2008, qui date de 2008 oui, même. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est la lecture, elle est tout simplement politique. C'est qu'avant le premier tour, ça arrangeait bien Marine Le Pen de ne pas rentrer dans le détail du projet, et ça l'arrangeait bien juste d'agiter un chiffon rouge qui se limitait juste à une sortie de l'euro. Et aujourd'hui, à quelques jours du second tour, du vote pour le second tour, qu'elle est au pied du mur, il fallait qu'elle rassure en quelque sorte sur l'affichage d'une politique monétaire peut-être un peu plus applicable que ce qu'on pouvait imaginer, parce que derrière l'idée, et moi j'en parlais encore cet après-midi avec son principal conseiller économique, enfin en politique monétaire, qui me disait surtout il est hors de question, il n'a jamais été question dans la réalité de claquer la porte de l'euro. L'idée, si elle non mais je vous restitue ce que m'expliquait son conseiller, et l'idée, c'est dès le lendemain de son élection d'ouvrir une négociation, et il me parle maintenant d'alternative, de trouver une alternative entre partenaires européens. Donc on voit bien à travers cette rhétorique la volonté politique d'essayer de rassurer à quelques jours du second tour. Mais rassurer, tout ça est inquiétant, comme le disait Olivier Roucan il y a un instant, inquiétant d'autant plus que sur le calendrier, finalement, on n'en sait pas beaucoup plus. Florian Philippot ce matin disait: 1 an après Le Pen à l'Élysée, donc si elle est élue, donc dimanche prochain, on se projette en mai 2018, la baguette se paierait très probablement en nouveaux francs. Mais là aussi, c'est flou, hein. Il va falloir négocier avec nos partenaires. Marion Maréchal Le Pen, la petite fille de son grand-père, expliquait que ça pourrait prendre des mois, voire des années quelque part. Donc tout ça, on sait quand. Vous avez raison, mais très concrètement déjà, ils attendent de voir le point d'atterrissage après les élections italiennes et allemandes. Pour voir un peu qui sont les nouveaux interlocuteurs. À partir de là, ils veulent invoquer un article du traité de Maastricht, l'article 140, qui avait permis au Danemark d'avoir sa singularité, pour se servir de base de négociation qui peut être vraiment une négociation, me disait le conseiller de Marine Le Pen, sur le long, voire très long terme. Donc si vous voulez, on a absolument changé de logiciel, ce qui peut... alors eux, au niveau stratégie politique, c'est pour tenter de rassurer, mais effectivement, derrière, ça peut être aussi effrayant de se dire, mais on propose un saut dans le vide, et on est demain un chef d'entreprise, on ne sait pas si ça va être dans 24 heures, dans un mois, dans 2 ans, qu'on aura un retour Bruno Bonnel, il y a quelques instants, chef d'entreprise qui soutient Macron. Agnès Benassi-Kéré, qu'est-ce qu'on va dire à nos partenaires, justement, les autres partenaires de la zone euro? Ils vont laisser faire, ils vont accepter que la France puisse utiliser comme ça une dévaluation compétitive du nouveau franc. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Bon, alors déjà, les partenaires, ils sont quand même très occupés avec les Britanniques. Donc ils n'ont pas tellement de temps à nous consacrer sur ce sujet un peu baroque. Donc il est vrai que le Danemark et le Royaume-Uni avaient une clause particulière, mais c'est qu'ils l'ont négociée au moment où ils sont rentrés. Tous les autres qui sont rentrés après, tous les autres pays de l'Union européenne sont destinés à entrer dans l'euro. Ils n'ont pas de clause d'exemption. Donc l'euro fait partie de l'acquis communautaire. Ça veut dire qu'il n'est pas prévu de sortir de la zone euro comme ça. Ça tombe bien, puisque de toute façon, Marine Le Pen, je vous rappelle, veut aussi mettre des... droits de douane, d'une préférence nationale, tout ça est incompatible avec l'Union européenne. Donc, de toute façon, ce qui est en cause, c'est la sortie de l'Union européenne. En fait, on ne discute pas la sortie de l'euro, on discute la sortie de l'Union européenne, même si la sortie de l'euro pourrait être un peu avancée par une crise, parce que tout ça ne sera pas discuté gentiment autour d'une table, mais il y a des marchés financiers assez nerveux derrière, qui pourraient pousser la France hors de la zone euro sans qu'elle le désire. C'est-à-dire qu'on a 65% des gens qui ne veulent pas, mais on pourrait quand même être dehors parce qu'on aurait mal géré le truc. Bon. Donc, ce qui est en cause, c'est la sortie fondamentalement, c'est la sortie de l'Union européenne. Et là, c'est très clair, c'est l'article 50. Il faut décider de l'activer. Ensuite, c'est 2 ans et on négocie éventuellement un accord de libre-échange quand on est dehors. Mais il n'y a pas véritablement c'est pas prévu, donc je ne vois pas très bien ce qu'on va négocier avec les partenaires. Les partenaires, une monnaie commune, enfin, je ne sais pas comment ça se traduit en allemand, mais ça va être compliqué. Olivier Roucan, ils vont nous laisser faire, parce qu'il y a un côté un peu suicidaire dans l'affaire quand même. Oui, et puis pour revenir sur cette affaire de flou et de virage ou d'évolution, qui inquiète un peu, dans le projet institutionnel, il y a aussi l'idée de supprimer le titre 16 dans notre Constitution consacré à l'Union européenne.
Et il y a l'idée également de faire à ce que les engagements internationaux que nous signons pourraient être, on va dire, écartés par des lois postérieures. Donc rétablir la souveraineté pour le Front National, c'est redonner à la loi nationale une supériorité. Et c'est dans la Constitution, donc encore une fois, rayé d'un trait de plume, l'articulation aujourd'hui qui existe entre la France et l'Union européenne. Donc c'est beaucoup de questions, comme ce qui est discuté plus précisément sur l'euro, sur le lien à l'avenir entre donc, la France et l'Union européenne. Donc je veux dire, c'est à la fois une question de texte européen, mais c'est aussi une question de, puisque la révision constitutionnelle interviendrait assez vite après l'arrivée au pouvoir, de réforme de notre texte fondateur sur ces questions, avec toutes les inconnues sur la capacité à faire voter une telle réforme. La majorité qualifiée, bien sûr. Etc. Bien sûr. Bruno Jambard, Opinionway. Oui, ce qui est assez étrange, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que dans le fond, il y a une remise en cause de l'Union européenne dans le programme du Front National. Il y a même l'idée que, en gros, soit l'Europe plie à nos exigences, soit on la quitte. Et donc, on ne comprend pas bien cette histoire de double monnaie, parce que si on quitte l'Union européenne, de fait, on quitte l'euro. Et puis, je crois qu'il y a aussi ce que vous avez dit. La réalité, c'est que, à mon avis, bon, ce ne sera pas le cas, mais si Marine Le Pen était élue, je pense que la situation de la France et la situation de l'euro sur les marchés financiers serait extrêmement complexe. Quand on voit comment les anglo-saxons, les investisseurs anglo-saxons ont suivi la campagne électorale depuis janvier, étaient assez terrorisés par son évolution, éventuellement le fait qu'on puisse avoir un second tour Le Pen-Mélenchon, on voit bien que, à mon avis, la France est sous haute surveillance et que si Marine Le Pen était élue, on n'attendrait pas très longtemps pour de toute façon avoir un vrai sujet autour de l'euro qui dépasserait la volonté du Front National. Avant René Boidron, juste une parenthèse, sondage Opinionway réalisé aujourd'hui, 61% pour Emmanuel Macron, un point de plus. 39 pour Marine Le Pen, un point de moins. C'est ce que vous dites, vous, Bruno Jambard. Oui, tout à fait. Et on est finalement, on a eu une baisse la semaine dernière d'Emmanuel Macron, une petite montée de Marine Le Pen jusqu'à 59%. On est revenu à la case départ. On voit bien que le rapport de force, il est à peu près stable et il est contenu dans ce qu'étaient les résultats du premier tour dimanche 23 avril. Jean-René Boidron à la tête de Caméléon. Oui, c'est intéressant parce que ça fait à peu près 17 minutes qu'on débat sur ce sujet de la sortie de l'euro de la France. Je ne suis pas sûr que le Front National ait passé beaucoup plus que 17 minutes sur ce sujet en réalité dans son programme. Je pense qu'on fait un peu de la post-rationalisation technique sur le sujet, mais en fait la réalité c'est que le Front National est un parti populiste, à l'image d'autres partis populistes qu'on rencontre dans d'autres pays, et elle fait une campagne sur des incantations. Donc c'est l'anti-mondialisation, l'anti-élite, ceux qui ont la mondialisation heureuse, etc. Et donc l'euro, c'est bien la symbolique de cette mondialisation. Donc on est anti-euro. Bon, sauf qu'il y a un moment, on est devant le mur et il faut venir expliquer les choses. Et c'est là où on voit toutes les circonlocutions de Marine Le Pen sur le sujet, qui elle-même, par ailleurs, n'est pas du tout à l'aise sur les sujets économiques. Déjà, son parti a une idéologie à l'origine qui n'a rien à voir avec l'économie. Donc déjà, on peut dire que c'est son talent d'Achille. Et en plus, Marine Le Pen, c'est son talent d'Achille, l'économie. Alors, l'euro, vous lui demandez, elle va vous donner toutes les raisons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un écran de fumée. Alors nous, on essaye de bien distinguer, mais je pense que c'est même pas, si je puis dire, la peine, même si c'est intéressant, de dire qu'est-ce qu'il se passerait si effectivement on essayait de lancer la chose. On le voit bien aujourd'hui avec le Brexit. Après 9 mois après cette décision, on est encore dans un grand flou. C'est des choses qui vont prendre des années. Donc, dans le cas de la France, on serait dans une situation qui serait une situation évidemment non seulement compliqué, mais personne ne sait ce qui se passe. Il faut voir aussi qu'il y a un débat qui est très vif depuis longtemps au sein même du Front National sur le sujet. Et vous avez notamment Marion Maréchal Le Pen, qui est celle qui a jeté un pavé dans la mare ce week-end en disant mais vous inquiétez pas, ça va prendre des années en fait cette affaire, en minorant totalement le sujet. Marine Le Pen a dit qu'on avait mal compris sa nièce. Elle a dit qu'on avait mal compris sa nièce. En fait, elle savait très bien ce qu'elle disait et j'en ai parlé avec elle il y a encore quelques semaines, juste avant une interview, et elle rappelait que elle fait partie sur le volet économique de la frange libérale en fait du Front National. Je vous rappelle que lors de sa campagne des élections régionales, elle avait fait une campagne qui était
ultra pro-business et pro-PME. Elle avait pendant des mois sillonné la région PACA à l'époque en allant voir tous les chefs d'entreprise et en tenant un langage très pragmatique sur le plan éco. Et pour elle, la question d'une sortie de la zone euro et du message d'instabilité et d'incertitude que ça peut envoyer, mais c'est à 1000 km de son logiciel économique à elle. Donc il y a vraiment un débat vif aussi au sein du parti. Alors Jean-René Boidron et Agnès Benassi. Oui, je rappelle, Fabrice, il y a 5 ans, vous aviez reçu Marine Le Pen sur ce Bien entendu, vous oui. vous souvenez Regard sur l'actu. Le discours n'était pas du tout celui qu'on entend aujourd'hui. C'était un discours qui était beaucoup plus effectivement libéral. Or, le discours, si je puis dire, c'est gauchisé, c'est-à-dire anti-mondialisation étatique. Et effectivement, vous faites bien de rappeler qu'au sein du Front National, c'est la tendance Philippot qui a un peu gagné, c'est-à-dire l'étatisme souverainiste versus le libéralisme. Agnès Benassi-Kéray et Olivier. Je veux dire qu'on peut comprendre Marion Maréchal Le Pen en PACA. Les concurrents des PME, des entreprises, des agriculteurs en PACA, c'est Italie. Et donc une sortie de l'euro, c'est probablement aussi une sortie de l'Italie. Et donc c'est la guerre des monnaies dans cette zone. Et une étude du CEPI a montré que même une dévaluation du franc ferait souffrir les agriculteurs en fait, parce que ils sont en concurrence, enfin ils sont en concurrence avec les pays du Sud. L'Espagne a beaucoup gagné en part de marché, et le tourisme gagnerait par contre, parce que probablement des touristes du Nord deviendraient plus riches et pourraient venir dépenser chez nous. Donc on a aussi des transferts. Et donc Marion Maréchal Le Pen, qui se trouve dans le Sud, dans un endroit où il y a des PME, des artisans, des agriculteurs qui sont en concurrence violente avec des PME italiennes, et bien, très rationnellement, on va dire non à la sortie de l'euro. Olivier Roucan, et puis on se retrouve dans un instant. Oui, comme vous l'avez dit, la démarche, elle est politique. Le discours sur l'euro, il n'est pas celui de la crédibilité et de l'efficacité, c'est du symbolique. Et il y a quand même une mémoire politique, et il faut repartir du référendum de 2005. Et donc là, l'opération qui consiste à s'opposer à la pratique référendaire, en plus, est très importante dans la batterie institutionnelle du Front National. Donc il y a cette mémoire qui est entretenue, et en plus, je pense que là, elle se dit que ça peut être un outil aussi pour permettre à des mélenchonistes de rejoindre un peu, dans la perspective du second tour, le Front National. Or, sur la question de l'Europe, on voit que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est quand même plus ouvert que celui du Front National. Donc en faisant cette modification, il y a peut-être aussi une idée d'élargir un peu, dans la perspective du second tour, son électorat. Bon, on se retrouve dans un instant. Est-ce que la France pourrait vivre avec deux monnaies, donc une monnaie nationale, une monnaie commune européenne, dans l'hypothèse où Marine Le Pen, etc., etc. On se retrouve dans un instant. Les décodeurs de l'écho reviennent pour cette spéciale 1er mai. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Beaucoup de questions encore ce soir sur les intentions réelles de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, donc qualifiée pour le second tour. À propos de l'euro, justement, elle envisage, elle le disait ce week-end, que de faire une cohabitation quelque part, mettre en parallèle une monnaie nationale et une monnaie commune européenne, justement, alors qu'on l'a souvent entendu dire dans le passé que l'euro, il fallait y revenir, bien entendu, et que tout ça redonnerait de la compétitivité. Restituer au peuple français sa souveraineté monétaire, législative, territoriale, économique, puis un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Agnès Benassi-Kéray, qui est avec nous, membre du Cercle des économistes, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Qu'est-ce que c'est une souveraineté monétaire ? Ouais, c'est une grave question. C'est bientôt le bac, je peux vous poser la question, et la réponse n'a rien d'évident. Pas sûr d'avoir. Donc vous allez répondre, c'est le pouvoir de battre monnaie. Très bien. Donc c'est du régalien, comme on le disait. Formidable. Battre monnaie, donc émettre soi-même la monnaie sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Bon, très bien. Mais pour en faire quoi ? C'est ça la vraie question. Pour en faire quoi ? Après, vous avez... Donc, qui va fixer la valeur de cette monnaie ? Est-ce que c'est le ministère des Finances ? Bon, pourquoi pas, mais à ce moment-là, pourquoi avoir quitté l'euro ? Vous avez tous les inconvénients de devoir défendre la valeur de la monnaie. Vous allez devoir coller la politique monétaire à celle de la BCE, comme c'était le cas avant l'euro. Il faut rappeler qu'avant l'euro, nous avions moins de souveraineté monétaire qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, le gouverneur de la Banque de France participe aux décisions
de politique monétaire, alors qu'avant, il ne participait pas. C'est vrai, c'est bien de le franc devait suivre ce qui se passait en Allemagne, et puis non, on ne lui demandait pas son avis. Il n'était pas invité au Conseil de politique monétaire de la Bundesbank. Donc, si c'est ça, bon, la souveraineté, on n'en a pas tellement récupéré. Alors, l'autre possibilité, c'est de livrer cette monnaie au marché. Et donc, à ce moment-là, il va monter, il va descendre, mais ce n'est pas le ministère des Finances qui va fixer la valeur. Donc, la notion de souveraineté est quand même assez limitée. Donc, on a une autre notion de souveraineté qui est de dire, finalement, la souveraineté monétaire, c'est le pouvoir, dans les échanges internationaux, de pouvoir imposer sa monnaie, faire du commerce dans sa monnaie. Les entreprises de la zone euro bénéficient, et les statistiques de la BCE le montrent, peuvent payer leurs importations en grande partie en euros et facturer leurs exportations en grande partie en euros. Elles peuvent aussi s'endetter en euros sur le marché financier. C'est un énorme avantage, ça, parce que vous n'avez pas de risque sur les prêts relatifs. Et ça, c'est une forme de souveraineté monétaire. Une autre forme de souveraineté monétaire qui va avec, c'est d'avoir une grande monnaie, de pouvoir, dans le concert des nations, pouvoir peser sur la régulation bancaire, financière, et puis par extension, sur tous les sujets internationaux, de coordination internationale. Bon, vous pouvez être une petite monnaie, un petit pays tout seul. Très bien, vous prenez le monde comme il est, et on ne va pas vous demander votre avis. Il y a un avantage, il y a des avantages quand même à cette monnaie commune. Est-ce que ça redonne une souplesse monétaire aux États, par exemple ? Il y a des avantages à passer au flottement des monnaies. Il y a des avantages à avoir une monnaie qui flotte et qui peut s'ajuster. Si vous voulez, la difficulté, quand on a accumulé une perte de compétitivité, c'est que pour récupérer la compétitivité, il faut baisser à court terme les salaires. À long terme, on espère avoir de la productivité. Et baisser les salaires, il y a une manière violente et directe, c'est de baisser les salaires. Et il y a une manière sournoise, c'est de baisser la valeur de la monnaie. Mais le résultat est le même. C'est-à-dire que vous gagnez en compétitivité, mais vous perdez en pouvoir d'achat. Voilà. Mais c'est plus expéditif. Est-ce qu'on retrouve nos marges de manœuvre nationales ? Est-ce qu'avec un tel système de monnaie commune, quelque part, on peut s'affranchir des règles européennes, les 3% de déficit, les 60% de dette ? Qu'est-ce qu'il en serait ? Une monnaie commune, on ne voit pas du tout quel est vraiment cet objet. Donc, je préfère... je pense qu'une monnaie commune, c'est un retour, ce qui a été dit, un retour à l'écu, qui est une unité de compte, donc qui était introduite dans un régime de change fixe. Et donc là, il n'y a pas de gain de souveraineté, comme je viens de le dire. Et on est dans un cadre européen où on a toujours des règles à respecter. Je ne pense pas que c'est ce schéma-là que Marine Le Pen est en tête. En réalité, je pense qu'elle a plutôt un schéma en tête de quitter complètement la zone euro et l'Union européenne. Mathieu Jolivet. Peut-être pour faire une question aussi à Agnès Benassi, parce que je posais exactement cette question-là cet après-midi à un des économistes de Marine Le Pen. Une souveraineté monétaire, c'est à quoi ça vous sert et ce serait quoi pour vous ? Il me disait, c'est pas compliqué. Sur la partie monnaie nationale, donc retour au franc français, l'opportunité d'une telle mesure, c'est qu'on puisse reprendre la main sur notre Banque de France, on en fait ce qu'on veut. Ah oui, ça c'est très important. On a notre Banque de France, on frappe notre monnaie et ça nous sert à financer un énorme plan de réindustrialisation pour le pays. Voilà, donc c'était sa réponse en fait. Oui, mais ça prouve bien que c'est un préalable par rapport au programme. Quand elle dit le sortir de l'euro n'est pas un préalable pour mettre en œuvre le programme économique, on peut en douter. Comment financer les dépenses publiques ? Il y a 3 méthodes. La première, c'est les impôts. Bon, elle veut baisser les impôts, donc ça ne marche pas. Le deuxième, c'est la dette. Mais elle déteste les marchés. Est-ce qu'elle va aller les chercher pour financer ses dépenses ? On peut en douter. Et donc, effectivement, en récupérant l'indépendance de la Banque de France, en la rendant indépendante de la BCE, mais dépendante du ministère des Finances, c'est-à-dire à sa botte, c'est-à-dire que le ministre des Finances pourrait téléphoner à la Banque de France, lui dire vous ne voudriez pas payer les salariés, payer les fonctionnaires, parce que là, on n'a plus de recettes fiscales. C'est ça, c'est une manière, effectivement, de récupérer une forme de souveraineté. Mais en réalité, il n'y a pas de baguette magique. En réalité, ça conduit à terme à de l'inflation. L'inflation, les économistes appellent ça la taxe inflationniste. Ça a quand même tout son sens. Et donc, c'est transférer en réalité du pouvoir d'achat des particuliers, du secteur privé, vers le secteur public. D'une certaine manière, c'est l'étatisation plus poussée de l'économie. On considère un franc est mieux dépensé par l'État que par le secteur privé. C'est ça que ça veut dire. Bruno Jambard, directeur général adjoint d'OpinionWay, de quelle manière le programme économique de Marine Le Pen pourrait être remis en question ? Parce que
Si on garde une monnaie nationale commune, est-ce que, donc, toujours dans un cadre européen quelque part, peu ou prou, hein, est-ce que toutes les notions de taxes, de protectionnisme, de frontières quelque part, de préférence nationale, est-ce que tout ça pourrait toujours être appliqué ? Je pense que ce qui est important, c'est effectivement ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on est sur un projet qui est quand même un projet populiste. Et donc on a des mesures qui visent à critiquer un certain nombre de choses, mais sans forcément avoir une vision globale de comment on les mettrait en œuvre si on était élu. Parce que pendant longtemps... C'est ce que disait Jean-René Boidron tout à l'heure. Finalement, ceux qui ont réfléchi à ça n'ont pas consacré autant de temps que nous, on en consacre. Il faut comprendre pourquoi. C'est parce que pendant longtemps, le Front National n'était pas dans une optique d'exercer le pouvoir. Il était dans une optique uniquement protestataire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui a changé par rapport à 2002, finalement, entre 2002 et 2017, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, comme elle veut exercer le pouvoir, comme elle veut être élue, elle cherche effectivement des voix qui rassurent les électeurs, qui donnent des réponses sur son projet, comment elle ferait, quels seraient les aménagements éventuels. Et là, ils sont au cœur de la contradiction parce que, évidemment, c'est assez difficile de manier je dirais, ce programme protestataire qui consiste avant tout, par exemple, à nous expliquer que la plupart des mots de la France viennent de l'Union européenne et viennent de l'euro, mais quand il faut le traduire en projet, c'est évidemment extrêmement compliqué. Donc je crois que ce qui a été dit, c'est important, c'est que le projet du Front National n'est pas compatible avec les règles de l'Union européenne. Donc de toute façon, il y aurait deux solutions. Soit on aurait une Marine Le Pen élue qui mettrait un voile total sur son projet et ferait je ne sais pas quoi, soit elle voudrait appliquer son projet et ça passe par la sortie de l'Union européenne avec tout ce qu'on est en train de voir sur le Brexit, c'est-à-dire que quand Marion Maréchal Le Pen, elle dit vous inquiétez pas, ça va prendre... En fait, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit regardez la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ils ont voté qu'ils voulaient quitter l'Union européenne et maintenant on ouvre des négociations qui vont durer environ 2 ans. Normalement, oui. Si tout va bien, oui. Et que dans 2 ans, peut-être, on aura un accord qui permettra à la Grande-Bretagne de vivre en dehors de l'Union européenne. C'est ça qu'elle nous dit. Et on voit bien comment ces deux phénomènes, vouloir exercer le pouvoir et avoir cette base à la fois électorale et programmatique qui est avant tout contestataire, sont des choses contradictoires. Jean-René Boidron, chef d'entreprise à la tête de Caméléon. Oui, dimanche prochain, il y a un match à jouer, hein, donc c'est à nous de le jouer. Il faut aller mettre un bulletin dans l'urne, donc je ne veux pas dire ce que va être le résultat, mais enfin... Bon. Extrême probabilité que nous ayons Emmanuel Macron en gagnant. Je suis prêt à prendre le pari que pour dans 5 ans, dans l'élection dans 5 ans, le programme du Front National sur ce sujet va beaucoup évoluer. Parce que ça a été dit, Marine Le Pen, contrairement à son père, c'est pas une idéologue. Elle est très pragmatique, elle est populiste. Et donc, ils vont simplement constater que c'est un sujet qui aujourd'hui ne rassemble pas, avec lequel c'est difficile d'aller dépasser un plafond de verre. Ils ont déjà franchi un premier plafond de verre. Il y en a d'autres, parce qu'ils veulent le pouvoir. C'est ça l'objectif. Et donc, finalement, c'est sorti de l'euro. On voit très bien qu'on est en train de tirer quelque chose et que derrière, c'est d'une extraordinaire complexité. Ça pose tellement de questions à laquelle... D'ailleurs, personne ne sait répondre. On n'a jamais vu un pays sortir de l'euro. Il y a 2 ans, on parlait de la Grèce. Dans une autre situation que la France, la Grèce, elle est toujours aujourd'hui dans l'euro. Donc imaginez la France. Donc moi, je prends le pari que le programme économique du Front National va complètement évoluer sur ce sujet et qu'on n'en parlera plus dans 2-3 ans. C'est un peu Olivier Roucan, politologue, constitutionnaliste, un petit peu comme Donald Trump, à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la réalité, finalement, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, c'est ça ? Enfin, Donald Trump, il a derrière lui la première puissance économique. Donc, quand il menace et quand il se met dans une position unilatéraliste, seul contre tous ou à part, il y a peut-être derrière un peu plus de possibilités et même lui, on se rend compte que c'est difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mondialisation, c'est des tas de réseaux intriqués à tous les niveaux. Donc, la question du Front National, c'est que finalement, son marqueur, c'est l'identité nationale, la souveraineté nationale. Ça résonne dans l'électorat, la souveraineté. C'est un terme qui revient sans arrêt. On parlait de souveraineté monétaire tout à l'heure. Simplement, comment on fait pour défendre ou même promouvoir la souveraineté nationale ? Comme il a été dit sur la monnaie, c'est en participant au concert des nations, comme il est dit, et à toutes ces organisations en réseau. Et c'est là où on défend des intérêts. Donc, la posture un peu simpliste, populiste, qui consiste à dire on va défendre la souveraineté en sortant et en s'isolant, d'autant que nous, contrairement à la Grande-Bretagne, on n'a pas la City, on n'a pas notre arrimage de
l'économie aux États-Unis. Là, le risque et le comment faire. Là-dessus, le Front National est moins loquace. Et le débat là-dessus va être intéressant entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le comment faire. Parce que les symboles, ça va un moment. Mais ensuite, il faut expliquer l'exercice du pouvoir ou l'anticiper. En général, le second débat est assez précis sur un certain nombre de points. On saura ça mercredi soir. Mathieu Jolivet. Une explication au changement de ton et de braquet qu'on entend du Front National sur l'euro de Marine Le Pen, c'est que dans l'hypothèse où elle est élue et où elle va directement à un choc frontal d'une sortie tout de suite de l'Union européenne ou de la zone euro, on peut imaginer que, en gros, on a à gérer un dossier qui gèle tous les autres par ailleurs. Et ça, c'est compliqué. Et en fait, regardez, aujourd'hui, en disant d'un coup, je laisse du temps au temps avec ce dossier, ça permet de mettre les projecteurs et de marteler tout ce qu'elle aura le temps de faire une fois élue à l'Élysée. Et là, on rentre sur des choses, pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, sur des choses beaucoup plus terre à terre et pragmatiques. Du jour au lendemain, je supprime la directive sur les travailleurs détachés. Je baisse l'IS pour les PME de manière significative. J'abroge la loi El Khomri. Je revalorise les petites retraites. Je fais toutes mes mesures pouvoir d'achat. Tous ces trucs-là, ça aurait été impossible de les aborder dans un choc phénoménal d'une sortie de la France de la zone euro. Voilà. Alors, Agnès Benassi-Pierret. Je supprime la directive sur les travailleurs détachés. Cette directive a été démocratiquement votée par un Parlement, par un Conseil, et donc non, elle ne fait pas ça. Peut-être la loi El Khomri, éventuellement, mais pas les travailleurs détachés. Enfin, j'en doute beaucoup. Je voudrais profiter du fait qu'autour de cette table, il y a des éminents politologues et spécialistes de l'opinion publique. Parce que moi, ça me fascine, je suis spécialiste des questions monétaires et je suis surprise de l'engouement des questions monétaires dans la politique, et depuis longtemps. Depuis longtemps. Les Français sont fascinés par les questions monétaires. Ce n'est pas le cas dans les autres pays européens. Et par exemple, on prend la question de la Grèce. La monnaie n'est pas tout. On prend la question de la Grèce. Tout le monde est persuadé que c'est l'euro qui a tué la Grèce. Et quand on regarde les données, en fait, on voit que la divergence entre l'économie grecque et l'économie allemande, elle date des années 70. C'est là que ça a commencé à diverger. L'euro a fait une bulle en Grèce. Ça a fait croître très vite. Et puis, ça a éclaté. Et on est revenu aujourd'hui à la divergence de long terme, sur le sentier de divergence de long terme. Donc, la monnaie, c'est un phénomène qui modifie le court et le moyen terme, mais le long terme, les forces de long terme, c'est pas ça. Et je suis surprise qu'on passe autant de temps sur les questions monétaires et si peu sur les questions fondamentales qui font la productivité de demain et l'emploi, l'éducation, l'investissement, la recherche. Je suis très surprise. Pourquoi alors qui est Olivier Roucan, Bruno Jambard? Rapidement, moi je dirais rapidement, parce que là en France on a le goût pour les débats très symboliques et la monnaie c'est l'emblème, donc le symbole. Et on revient à cette question de souveraineté nationale, populisme, disions-nous tout à l'heure. Donc il y a quand même l'idée aussi que le Front National privilégie l'expression de la démocratie directe par référendum et le vote du peuple. C'est sans la candidate du peuple, elle se réclame ainsi. Donc, elle est en train d'expliquer quand même que l'expression du consentement, lorsqu'il n'est pas directement issu du peuple, c'est-à-dire lorsqu'il relève des parlementaires, eh bien, vaut moins que le consentement. Donc c'est une conception de la souveraineté nationale qui n'est pas conforme à la Constitution. Parce que dans notre Constitution, les deux sont au même niveau. Ah oui, tout juste, on peut faire la loi de la même façon. Bruno Jambard. Moi je pense que ce goût pour la monnaie dans le débat public français, il a deux raisons. D'abord la place de l'État qui est très particulière et la place du rôle de l'État dans l'économie. On est un pays quand même dans lequel ce sujet est bien plus important qu'ailleurs. On est un pays moins libéral que beaucoup de ceux qui nous entourent. Je crois qu'il y a une autre raison et qui est assez fascinante d'ailleurs dans cette élection parce qu'elle se concrétise aussi, c'est il y a quand même un côté très fier d'être français qui fait que là, effectivement la monnaie c'est un symbole. Quand on voit que ce débat d'entre-deux tours, on nous présente d'un côté les patriotes, de l'autre les nationalistes, enfin je sais pas s'il y a beaucoup de pays où on oserait opposer ces deux visions, enfin en tout cas deux visions qui expriment une très grande fierté à l'égard du pays, donc qui rend ces événements particuliers. Il y a un sujet quand même sur effectivement sur le mécanisme de sortie de l'euro, il est compliqué, mais il y a un sujet quand même, c'est que si la France demain décide de faire n'importe quoi en termes de finances publiques, de ne pas respecter les 3%, de dépenser massivement,
je ne sais pas s'il y a réellement des mécanismes qu'appliquerait l'Union européenne pour sanctionner la France. On voit bien que là, on est aussi... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le flou qui est celui de la sortie de l'euro, à ce flou-là s'oppose un autre flou qui est on ne sait pas exactement comment réagirait l'Union européenne et est-ce qu'elle aurait vraiment les moyens de faire régner la police face à un pays qui tout d'un coup déciderait de s'affranchir de règles qu'il a effectivement choisies librement et en concertation avec les autres, mais qu'après tout, un nouveau pouvoir pourrait décider de ne pas respecter. Jean-René Boidron, Agnès Benassi-Carré. Ouais, il faut reconnaître que Marine Le Pen, en proposant la sortie de l'euro, elle surfe quand même sur toutes les imperfections de cette monnaie unique. Et on les connaît. C'est-à-dire qu'on a une monnaie unique aujourd'hui partagée par 12 pays, Fabrice 19. 19, pardon. Donc vous voyez, j'ai un temps de retard. Donc 19 pays. Bon, mais par contre, on n'a pas de budget commun. Donc on connaît tous les défauts de différence de compétitivité d'un pays à un autre. Bon, on dit que c'est une monnaie qui a été faite pour l'Allemagne, qui est un pays industriel, de très longue date, par rapport à des pays qui, eux, ont moins de tissus industriels comme la France. Donc quelque part, il y a quand même des choses à résoudre au sein de l'Europe. Donc bon, c'est pas le thème de cette émission, c'est pas le thème de ce débat. Macron peut par exemple un ministre de l'économie et des finances commun aux 19 pays de la zone euro. Il veut la création d'un parlement de la zone euro avec des pouvoirs budgétaires. Voilà, donc lui, il veut accélérer justement cette zone euro. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si la sortie de l'euro est probablement une absurdité compte tenu de tous les problèmes qu'elle créerait, c'est-à-dire beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait, pour le reste, il y a quand même beaucoup de choses à traiter. Alors là, par contre, on n'est pas dans l'incantation. C'est sur des sujets qui sont des sujets, donc bon là, techniques, mais il faut faire progresser l'Europe. Et donc finalement, le choix qu'on a, c'est dans quel sens on va. Quel est le sens de l'histoire ? Est-ce que le sens de l'histoire, c'est plus d'intégration ? Est-ce que notre avenir, il est européen ? Ou est-ce que notre avenir, il est de nous replier sur nous-mêmes et de revenir comme dans les années 60-70, qu'on a bien connu avec la belle inflation de l'époque. Et à l'époque, effectivement, on ne baissait pas les salaires. Ce qu'on faisait, c'est qu'on dévaluait notre monnaie de manière régulière. Et ceux qui ont quelques rides sur le front autour de cette table s'en souviennent. Et la dévaluation, elle redeviendrait possible dans ce contexte de monnaie commune européenne ou pas, Agnès Benassi-Carré ? Dévaluation ou dépréciation, dévaluation. On appelle dévaluation un réajustement. Oui. Parce que, en fait, le flottement des monnaies, on n'a jamais connu. En fait, on a eu l'étalon or, ensuite on a eu l'étalon dollar or, ensuite on a eu le système monétaire européen, maintenant on a l'euro. Donc, c'est le saut dans l'inconnu. Et le flottement, ça veut dire que c'est les marchés qui déterminent la valeur de la monnaie par l'offre et la demande. Donc, la monnaie peut beaucoup monter, beaucoup descendre, dans un sens qui nous intéresse, mais aussi parfois dans un sens qui ne nous plaît pas. Et donc, voilà, c'est ça le point essentiel. Donc, déprécier, ça veut dire... dévaluer la monnaie, c'est dans un régime de change fixe, comme le système monétaire européen. Et déprécier, la monnaie se déprécie, c'est dans un régime de flottement, comme aujourd'hui les États-Unis. Alors justement, les États-Unis, je vais en parler parce que, en fait, les difficultés qu'on a aujourd'hui dans la zone euro, d'autres pays les ont eues. Quand on regarde l'histoire monétaire des États-Unis, ça s'est pas fait facilement, l'unification monétaire des États-Unis. Il y a eu une période aux États-Unis où il y avait un nombre de monnaies bien supérieur au nombre d'États. On n'était pas nés, là. Et donc, ils s'y sont pris à 3 fois, ça a pris 75 ans. Donc, on n'est pas si mauvais, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Dans d'autres, même dans des pays fédéraux, ça ne se passe pas si facilement que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas idéaliser les autres pays, c'est ça que je veux dire. Maintenant, depuis le début de la crise, beaucoup de choses ont été faites, qui ne sont pas forcément très visibles, qui sont très techniques. Ça manque certainement de projets plus visibles. On est un peu au milieu du tunnel. Donc effectivement, il y a de la lumière devant, tout au bout, il y a de la lumière derrière, tout au bout. Et la question, c'est est-ce qu'on veut avancer ou reculer ? Moi, je n'ai pas très envie de rester au milieu du tunnel. Alors, maintenant, la question des sanctions, c'est vrai que ça pose problème, notamment pour un grand pays. Déjà, pour un petit, ça pose problème, mais pour un grand, encore plus. Et d'où l'idée de rétablir des sanctions des marchés. Il faut quand même rappeler que si le taux d'intérêt français de remonter de 1 point, c'est quand même tout 1 point de taux d'intérêt au bout de 7 ans, c'est-à-dire que c'est la maturité de la dette, donc au bout de 7 ans, on l'a complètement absorbé, eh bien c'est le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'accord. Donc il ne faut pas non plus plaisanter avec ça. Et là, ça, c'est vraiment l'avenir. Donc la sanction des marchés peut être assez redoutable. Et le projet des Européens aujourd'hui, c'est de rétablir la sanction des marchés, puisqu'on sait que la sanction des partenaires, ça va être très difficile.
Mais pour rétablir la sanction des marchés, il faut qu'il y ait un peu moins de dettes parce que les marchés peuvent mettre à terre notre système bancaire. Et donc, voilà, il faudrait que les banques soient un peu moins liées aux États. Et donc, c'est la problématique qui aura vraisemblablement à traiter d'urgence le prochain gouvernement en lien avec le prochain gouvernement allemand. Et puis l'italien quand il arrivera, enfin voilà. Ouais, à propos des marchés, il pourrait y avoir une spéculation contre la France au moment des discussions de sortie de... Ah bah évidemment. Oui, c'est ça. Évidemment, comme ça a été dit, même avant le premier tour, à chaque fois qu'il y avait un nouveau sondage un peu favorable au Front National, hop, les taux d'intérêt sur la France remontaient. Non, ils sont complètement... ils se tiennent informés en... Oui, Mathieu Jolivet, Bruno Jambard. Agnès Benassi, toujours avec cet économiste qui conseille Marine Le Pen, il me disait que là, il fallait, pour revenir sur les banques, il me disait que son prochain combat, ça allait être un combat bancaire. De la nationalisation des banques, c'est ça? Oui, qu'aujourd'hui, en gros, il n'y a aucun filet de sécurité, que les banques mentent, que les États mentent, qu'il n'y a aucun filet de sécurité qui garantit au moins, en cas de crise financière, 100 000 € de garantie pour les particuliers. Et que, voilà, ça, c'est le discours du Front National aujourd'hui. Et qui veut mettre un grand coup de balai sur... Bon, alors, il y a une assurance des dépôts qui est normalisée au niveau européen. C'est 100 000 €. Une garantie. Garantie. C'est ça. Donc effectivement, si on est dans un État qui est totalement impécunieux, et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne a proposé qu'il y ait une réassurance des dépôts au niveau européen pour que s'il y a une défaillance dans une banque en Grèce, par exemple, eh bien, les déposants soient rassurés et laissent leurs dépôts. Parce qu'ils savent que même si le gouvernement grec ne peut pas les assurer, et au moins il y aura le filet de sécurité européen. C'est un avantage quand même dans l'Europe. On ne le dit pas assez. Oui, bien sûr. L'Europe, c'est aussi une assurance qui nous est fournie avec le système de l'union bancaire. Voilà, l'union bancaire, le mécanisme européen de stabilité, etc. Donc après, beaucoup de choses ont été faites. L'union bancaire, ça a aussi consisté à déplacer au niveau de la zone euro la surveillance des banques. Donc, ne nous manque pas, elle mente éventuellement à Francfort. Et j'aime bien donner ce chiffre parce que ça donne un ordre de grandeur des proportions. La plus grande banque française, qui est BNP Paribas, avant la crise, son bilan, c'était le PIB d'un an de la France. Donc, on voit à peu près le rapport de force quand le PDG de BNP rencontrait le ministre des Finances. Voilà, c'était ma égalité. Voilà. Bon, alors maintenant, c'est à Francfort que ça se passe. La France, c'est 20% de la zone euro. Donc, BNP, c'est 20% de PIB de la zone euro, ce qui est déjà beaucoup. Hein, mais c'est bon, un peu moins. Et puis, il y en a d'autres un peu de la même taille dans la zone euro. Un mot, Bruno Jambard, puis on va se dire au revoir. Non, mais ce qui est certain, c'est que la France, dans cette élection, elle a été sous surveillance des marchés depuis le début. Alors aujourd'hui, ils sont très rassurés parce qu'ils ont anticipé plutôt une bonne nouvelle en ce qui les concerne pour dimanche prochain. Mais il y a clairement une inquiétude extrêmement forte, notamment sur la fin de campagne avec la montée de Jean-Luc Mélenchon. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le système français, il laisse la place d'ailleurs au marché pour agir avant que les choses n'interviennent. Parce que celui qui va être élu dimanche prochain, il aura 8 à 10 jours avant d'être investi. Et encore un petit peu plus s'il veut commencer à prendre des mesures. Donc vous imaginez, en cas d'élection qui ne plairait pas, je dirais, aux institutions financières, au marché, ce qui pourrait se produire dans ces 8 à 10 jours, ça pourrait être assez terrible. Bah voilà, bon, on y reviendra largement sur BFM Business, hein, évidemment. Donc c'est ce qu'on suit au quotidien dans toutes les éditions. C'est fini pour ce décodeur de l'écho spécial 1er mai. Ça a duré 2 heures, c'était bien sympathique, bien intéressant. Et merci Agnès Benassi-Kéret d'être venue ce soir donc, sur ce plateau des décodeurs de l'écho, membre du Cercle des économistes, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Mathieu Jolivet, reporter à BFM Business. Bruno Jambard, directeur adjoint de l'Institut de sondage et d'opinion Opinionway. Jean-René Boidron, chef d'entreprise à la tête de Caméléon. Et puis Olivier Roucan qui vous propose En finir avec le président et des politologues constitutionnalistes. C'est fini pour les décodeurs de l'écho et on revient très très vite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.